Quand Joanne Lalonde et Isabelle m'ont approché pour faire cette présentation-là, en premier, on me disait pour parler du commissariat en ligne. Bon. Et j'ai immédiatement dit à Joanne, j'ai dit, écoute, le commissariat en ligne, c'est pas la chose que j'ai fait le plus dans la réalité. J'ai parfois montré des œuvres qui étaient mixtes, on va dire, disons, un aspect physique dans une salle d'expo avec des connexions Internet. Là, ça, c'est arrivé à quelques reprises. Mais des expos en ligne comme telles, je peux pas dire que j'en ai fait. Et à ce moment-là, j'ai dit à Joanne, j'ai dit la chose qui se rapproche le plus de ça que j'ai fait, et beaucoup fait en fait, c'est tout ce qu'on a fait à la Fondation Daniel Langlois entre 99 et en fait tout récemment. Moi, j'ai quitté en janvier 2008. Donc, pendant à peu près 10 ans, on a vraiment beaucoup travaillé sur des projets web. Pour nous, qui étaient des projets de publication, mais vous allez voir, il y avait quand même des questionnements qui étaient sur comment montrer le travail d'artiste à travers ce médium-là, cette fenêtre-là, qui a des spécificités et des limitations. Mais vous allez voir qu'on navigue un peu entre l'édition, la publication. Parfois même, on pourrait dire que ce sont des catalogues en ligne, mais vous allez voir aussi comment on abordait la présentation des œuvres des artistes, soit les œuvres elles-mêmes, mais évidemment, sur le web, tout ce qu'on peut présenter, c'est des vidéos. Alors, quand c'était des œuvres vidéo, ça va, on présente l'œuvre, quoique certains pourraient dire qu'on ne présente pas l'œuvre originale parce que c'est pas la même définition que, par exemple, sur un moniteur de télévision, etc. Et parfois, c'est de la documentation sur les œuvres, parce qu'on n'a pas le choix. Si c'est, je sais pas moi, une installation, tout ce qu'on peut montrer, c'est de la documentation sur les œuvres. Alors, pour commencer, bon, il y a plusieurs projets. Je vais commencer, je pense, par... Là, je suis pas habitué avec les Mac. T'as pas de petit bouton, hein? Ben, en fait, il est intégré. OK, j'ai compris. La simplicité. Je vais commencer par un des premiers projets qu'on a fait. Alors, très rapidement, la Fondation qui a été créée... Moi, je suis arrivé en 98. Et très rapidement, la Fondation Langlois a décidé de créer ce qu'on appelait à l'époque le Centre de recherche et de documentation, dont je vous donne un scoop. La collection du Centre de documentation va s'en aller à la Cinémathèque, donc pour qu'elle soit de nouveau disponible pour le public, les chercheurs, les étudiants. Et hier, je suis allé justement voir à l'entrepôt où c'est entreposé présentement. Encore une fois, j'ouvrais des tiroirs et puis j'en bavais encore parce qu'il y a vraiment du matériel extraordinaire, des choses rares, notamment concernant l'art vidéo des années 70. Et parmi les collections qu'on a acquises à l'époque, il y a celle de Stena et Woody Vazulka, qui sont deux vidéastes, pionniers de l'art vidéo. Alors, un des premiers sites web qu'on a réalisé visait à faire un premier traitement de cette collection-là et en donner un premier accès sur le web. Là, dans ce site-là, il y a un petit peu de flash. Alors ici, il y avait des éléments qui étaient en flash, mais essentiellement, c'est encore du HTML, comme on peut voir par l'adresse. Et une chose qui était très importante dès le départ, en 99-2000, c'est... En fait, on se posait la question suivante, nous, c'était, bon, par exemple, dans les universités, si on veut publier, il faut publier dans des revues savantes. Si tu publies sur un site web, c'est pas bon. Hein? Ou en tout cas, ça a moins de... Bon. Et nous, notre but était de donner
c'est pas qu'on a réussi nécessairement, mais un des objectifs était de donner des lettres de noblesse à la publication web, de sorte que des sites web deviennent également des références. Donc, il fallait non seulement une qualité de texte, mais qu'il y ait une rigueur scientifique. Et l'un des trucs qui est important dans ce contexte-là, c'est d'avoir des URL uniques. Donc, que les URL ne soient pas toujours en train de changer, de sorte que si quelqu'un fait une citation, on est, au lieu du titre d'un livre et d'une page, on a un URL unique. Ça a l'air innocent comme ça, mais en 1999, c'était pas encore si répandu que ça. Faut voir que dans le web, 10 ans, c'est beaucoup de choses évoluent très rapidement. Comme vous le savez, le web, le protocole HTML a été inventé en 89. Et bon, on a commencé à avoir des sites web autour de 92-93. Puis bon, après ça, ça a été une évolution fulgurante. Mais il faut voir qu'en 99, quand on a commencé, il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas si évidentes. Donc ici, on a un URL unique. Voilà. Donc, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait, on a, à partir des archives, on a écrit une biographie détaillée des deux artistes, de Stena et Woody Vazulka. Ça fait très longtemps que j'ai vu ces choses-là, alors je pensais qu'on pouvait cliquer sur ces notes, mais on ne peut pas. On avait des extraits de vidéos. Et à ce moment-là, vous avez vu, c'est un QuickTime. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de Flash, en 99-2000. Donc, on ne mettait que des très courts extraits des œuvres. Cependant, dans la description qui se trouve sous la fenêtre, on voit notamment que nous, on se préoccupait... Le son, oui, ça va. Je peux le rapprocher. Alors, une des choses dans le cas des Vazulka et dans d'autres cas qu'on verra plus tard, une des choses qu'on voulait documenter, nous, par rapport aux arts technologiques, et dans ce cas-ci, l'histoire de l'art vidéo, ce sont les instruments que les artistes utilisaient, ou les appareils, ou les machines. Plusieurs de ces instruments-là étaient non commerciaux, c'est-à-dire c'était du bricolage de diverses personnes, et il y en a existé dans la plupart des cas que quelques exemplaires. C'était pas des choses qui avaient été commercialisées de manière industrielle. Et donc, ici, on voit, par exemple, la mention de deux instruments qui servaient à l'extrait qu'on a là. Attendez, je vais le fermer. Alors, est-ce que ça tourne? Non. Avant d'aller plus loin, je vais juste montrer d'autres éléments parce que, bon, dans la collection, dans les archives, il y avait évidemment des photographies. Ça, c'est si je ne me trompe pas, c'est le party d'ouverture du Kitchen, les Vazulka étant les cofondateurs du Kitchen à New York. À l'époque, ça s'appelait The Electronic Kitchen. Maintenant, c'est The Kitchen. Et ils ont fondé ça autour de 72. Et ils sont restés là jusqu'à la fin des années 70, au moment où ils ont déménagé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Alors, on voit le genre de travail d'artiste qu'on faisait à l'époque. Comment ça n'ouvre pas? Bon, peu importe. On présentait non seulement des bandes vidéo, mais comme on peut voir, des installations, etc. Bon. Et maintenant, on a fait une sélection d'œuvres. Celle-là, j'aime toujours l'ouvrir parce que c'est un petit document rare. Est-ce que vous entendez le son comme il faut?
Alors, c'est bien sûr Jimi Hendrix, tourné par les Vazulka au Fillmore East à New York en 71. Évidemment, on n'a pas osé mettre vraiment plus long pour ne pas avoir la succession Hendrix ou le musée Hendrix sur le dos. Et donc, faut que je recule un coup. Donc, on a fait une sélection d'œuvres comme ça. Et vous reconnaissez le même œuvre que j'ai ouvert tantôt, mais ici, on a des liens qui nous amènent aux instruments. Et ce qu'on faisait, à ce stade-là, on en faisait une description relativement simple, mais on s'était beaucoup interrogé sur le genre de données qu'on doit mettre en place pour décrire des appareils électroniques, des appareils techniques. Donc, vous avez un peu une fiche de catalogage, dans le fond, qui est le concepteur, l'année de conception, commercialisé par. C'est un des rares instruments qui a été un peu commercialisé, mais là, on ne parle pas de. Ça n'a rien à voir avec Sony ou Panasonic, là. C'était une commercialisation un peu artisanale. Et on donnait des extraits. Là, évidemment, je pense qu'il y a un peu trop d'éclairage autour, on voit mal, mais ça démontre, c'est une vidéo. La personne qui parle, c'est Woody Vazulka, et qui explique un peu le fonctionnement de l'appareil. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, là, on est en QuickTime, on est avant Flash, mais ça, c'est un extrait quand même de vidéo de 29 minutes. Donc, c'était aussi une manière, peut-être d'inciter les gens à venir à la Fondation consulter le document original de 29 minutes. Alors, on a fait ça pour plusieurs appareils. C'était vraiment le début où on essayait de représenter les appareils. Et en termes de catalogage et tout ça, est-ce que j'en ai d'autres que je peux ouvrir? Ouais. Évidemment, on est allé faire un peu de recherche dans le catalogage, par exemple au Musée de la science et de la technologie, des endroits où ils traitent ce genre d'appareils-là. Mais on a dû quand même nous rajouter des choses parce que souvent, un appareil standard qui est commercialisé par Panasonic, tu n'as pas le nom du concepteur nécessairement. Tandis qu'ici, à l'époque, au tout début de l'histoire de leur vidéo, souvent les concepteurs étaient eux-mêmes des artistes ou collaboraient de très près avec des ingénieurs. Et donc, ça se faisait de manière assez artisanale, en fait. Et donc, il était important d'avoir des choses comme le nom du concepteur et certains détails de cette nature-là. Alors, ça c'est un autre instrument, le vidéo sequencer. On peut voir aussi les noms qu'on leur donnait, Field, Flip, Flop, Switcher. Et c'était des appareils, on voit with Digital Control, c'était des appareils parfois, la plupart étaient analogiques. Donc c'était du voltage control, c'était du contrôle de voltage. Mais on pouvait déjà avoir certains contrôles numériques. Je vais juste peut-être vous montrer un dernier truc. Puis tantôt, on va voir, plus tard, on a fait d'autres travaux sur les mêmes choses, mais dans un autre environnement, et vous allez voir un peu la différence. Alors, juste à titre informatif, en 1978, Woody Vazulka, avec
Jeffrey Shire, alors 78, c'est quand même assez tôt pour ce qui est de gens qui avaient peu de moyens, et des artistes, et bon, de manière artisanale, ont travaillé et fabriqué un ordinateur numérique pour traiter de l'image vidéo. C'était assez crude, comme on dit en anglais, les résultats, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant avec les ordinateurs, mais c'était avec les moyens dont disposaient ces gens-là. D'ailleurs, ce travail-là avait été fait avec des subventions du New York State Council for the Arts, donc l'équivalent du Conseil des arts et des lettres du Québec, donc peu d'argent. Et bon, ça permettait de programmer des effets. Avec une musique à la Tron. Oui. Alors, ça, c'était... Alors, comme je disais tantôt, c'est vraiment un premier... ça, c'était au tout début. Juste pour vous montrer la différence, on peut le faire peut-être tout de suite. Par la suite, on est revenu sur... Est-ce que ça s'ouvre? Descends là, toi. Non. Ah, voilà. Descends. Donc, vous reconnaissez Hendrix ici. Donc, c'est un autre environnement. Suite à ce premier travail-là et suite à l'acquisition d'autres fonds d'archives et d'autres éléments de collection, la Fondation avait mis en place un programme de chercheurs résidents. Et chaque année, sur la base d'un concours, c'est-à-dire les gens soumettaient une proposition, on invitait au moins 2 chercheurs par année. Et les gens, bon, il y avait des gens qui venaient d'Europe, de France. La personne qui a fait ça ici s'appelle Yvonne Spielmann, qui est une Allemande. Et donc, ça menait à Montréal pour une période d'au moins 2 mois. Et le but, c'était avec eux de travailler sur soit une thématique, mais toujours en prenant un fonds ou des fonds d'archives, des éléments des fonds d'archives, comme sujet d'étude, fouiller les fonds. Et le but, c'était de faire une publication web. C'était vraiment dans l'optique... Notre résultat à nous, c'était de faire une publication web, et le chercheur gardait son droit de publier dans les revues savantes. Comme ça, tout le monde était content. Et donc là, déjà, on est un peu plus tard. On est rendu en 2003-2004 dans ce coin-là. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est l'environnement actuel de la Fondation. Peut-être que je reviendrai à ça. Je vais plutôt vous montrer quelque chose où là, vous allez voir la période flash. Et qui est très intéressante. Et tantôt, j'écoutais un peu votre conversation concernant les outils de visualisation. Nous, on a eu aussi une période où on se disait, bon, quand on présente des documents, comment on peut permettre de les visualiser sans toujours ouvrir des fenêtres et des fenêtres et des fenêtres, là. Alors, ceci est un travail qui résulte de la recherche d'une chercheure française qui s'appelle Clarisse Bardiot, qui à l'époque était doctorante, je ne me rappelle plus quelle université, mais elle travaillait elle, sur le théâtre et la danse et les nouvelles technologies. Et elle était venue à Montréal étudier notre fonds de 9 Evenings of Theatre and Engineering. 9 Evenings of Theatre and Engineering, c'est un événement qui a eu lieu à New York en 1966 et qui impliquait des artistes tels que David Tudor, John Cage, Lucille Child, Robert Rauschenberg, ils sont mentionnés ici, Steve Paxson, Yvonne Rainer. Tous des artistes qui sont devenus, qui étaient probablement déjà à l'époque relativement bien connus, mais qui sont devenus des monstres sacrés dans bien des cas, comme Rauschenberg ou John Cage. Et la Fondation a fait l'acquisition de ce fonds-là, qui est
Ce qui est intéressant de savoir là-dessus, c'est que les papiers de Nine Evenings, les documents papier, sont au Getty, à Los Angeles. Nous avons, les archives audiovisuelles, c'est-à-dire tout ce qui est film qui avait été tourné à l'époque, ainsi que par la suite, il y a M. Billy Clover, qui était l'organisateur de la chose, dans les années 80-90, avait commencé à faire des interviews avec tous les intervenants, à la fois les ingénieurs et les artistes. Et donc, tout le matériel audiovisuel, vidéo aussi, fait partie du fonds. Et évidemment, on avait quand même quelques papiers, dont des dessins techniques, dont des appareils. Alors, un que j'aime beaucoup... alors, comme vous voyez, le flash est assez fantastique en termes de présentation visuelle, parce qu'ici, juste en bougeant le curseur, on va à un dessin technique qui réfère, dans ce cas-ci, à la performance de Rauschenberg, ici de John Cage. Et Nine Evenings, c'était le couplage d'un artiste avec des ingénieurs. Et à l'époque, on avait développé des technologies qui, par la suite, vont s'avérer, en tout cas en termes de modèles, assez intéressants. Et ce qu'on voit ici, c'est une plateforme. Dans le cas de John Cage, on voit beaucoup d'équipements, tout ça. Mais essentiellement, cette plateforme-là, c'était ce qu'on appelle maintenant une black box. C'est-à-dire qu'il y a un input, puis il y a un output. Et dans la black box, il se passe des choses selon les circuits, etc. À l'époque, c'était une plateforme avec plein de machins, beaucoup d'appareils à lampe. En 66, on est encore... bon. Vous voyez aussi des appareils, ça, on a ça dans la collection Langlois, c'est une radio, évidemment. Oups, excusez. Je pensais que j'ouvrais la radio, mais c'est pas ça. Qui servait dans la performance à capter, évidemment, des postes de radio, et puis tout ça était processé. Donc, si on ouvre, bon, c'est toutes des images, évidemment, qui viennent du fond en question. Si on ouvre chacune des images, on a, bon, des descriptions. Ça, c'est le URL unique qui est là. On peut changer la langue, on peut redimensionner la fenêtre, etc. Donc, pour nous, c'était toute la question comment documenter, comment rendre cette documentation-là disponible par des moyens spécifiques. Donc, on cherchait à travailler sur les... comme disait, comme on dit, quand on parle de l'art moderniste, avec les spécificités du médium, c'est-à-dire qu'est-ce que nous permet ce médium-là qu'on ne peut pas faire avec d'autres moyens. Donc, on explorait beaucoup. Puis, attendez, là, ça fait longtemps que j'ai joué avec ça, là. Bon, attendez, je vais revenir ici parce qu'il y a une belle... je crois que c'est ici qu'on va voir la performance. Le vidéo est ici. Donc, ça, c'est la performance de John Cage. Malheureux sur l'écran, je ne sais pas comment vous voyez de votre place, mais
probablement la lumière ambiante là, qui nous... Sur l'écran ici, c'est beaucoup plus défini. Si vous avez des questions en cours de route, gênez-vous pas. Moi, je vous présente ça. Oui. Parce que là, je vois que tout marche très très bien sur le site, même si le site a arrêté d'être alimenté, je crois, depuis 2008. Alors, est-ce que quelqu'un continue à travailler à faire la mise à jour du site? Oui, c'est-à-dire que le site est... Par le fait que tout marche tellement bien. Oui, le site est toujours hébergé à la Fondation d'Anglois, à Excentris. Et il reste... la seule chose de la Fondation d'Anglois qui fonctionne encore, maintenant que DOCAM est terminé, c'est le site Web. Alors, il y a de temps à autre des nouvelles choses qui sont publiées sur le site. La plus récente étant des choses qui concernent une exposition à la galerie SBC qui a lieu présentement autour du travail de V.R. Frankel. Okay. Et à vrai dire, hier, j'ai rencontré pour d'autres choses Alain Depoca, qui est toujours à la Fondation. Et j'ai dit à Alain, assure-toi que demain, là, le site marche. Parce qu'on discutait justement des problématiques là-bas. Le chef de l'informatique, Minia, de son nom, c'est un Chinois, il est bien calé là, en sécurité informatique, mais apparemment, Alain me disait, il fait des choses sur les serveurs sans avertir personne, puis tout d'un coup, un matin, t'arrives, puis bon, tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche plus sur le site. Alors, hier, j'ai dit à Alain, assure-toi que ça marche. Donc, effectivement, c'est une bonne question. La Fondation, on avait... d'abord, la Fondation elle-même, on avait des moyens. On avait un programmeur on staff, quelqu'un qui avait une maîtrise en informatique. Donc, quand c'est le temps de jouer dans des codes PHP, ou dans... Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai oublié de mentionner ça. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui sont drivées par une base de données. La base de données est une base FileMaker. Mais évidemment, entre la base FileMaker et le site Web, il y a des couches de différentes choses. Je pense qu'il y a un export en MySQL, après ça, il y a du code PHP. Bon, tu sais. Mais pour tout faire ça, évidemment, on avait une expertise on staff de quelqu'un de vraiment calé là, en programmation informatique. Donc, ça aide beaucoup. Et tous les serveurs étaient à Excentris, donc on jouissait, si on veut, des services d'Excentris au niveau d'hébergement de serveurs et tout ça. Parce qu'évidemment, faire ça, même, par exemple, la Cinémathèque québécoise où je suis maintenant, ne pourrait pas maintenir ça à l'heure actuelle. Alors, ça prend des moyens et des expertises. Ça, c'est évident. Je vais aussi vous montrer, dans le même contexte, Flash. Alors, en 99, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en 98, mais en 99, on a réalisé le premier événement à se tenir à Excentris. Avant même qu'Excentris ouvre officiellement, je crois que c'était le 22 juin 99, c'était l'ouverture officielle de Excentris. La Fondation, en mai 99, dans la salle Fellini d'Excentris, qu'on avait obligé Daniel à la faire finir. On avait fait une exposition des dessins d'Eisenstein, qui en fait est la première et la seule exposition des dessins d'Eisenstein, qui est, bon, vous connaissez Eisenstein, Potemkin, le cuirassé Potemkin, bon. Et c'est la première exposition de dessins d'Eisenstein à se tenir en Amérique du Nord depuis 1932.
Et moi, j'étais très fier parce qu'on avait battu les Américains, parce que je connaissais des gens, et non des moindres, qui en bavaient là, pour présenter les dessins d'Eisenstein. Et ensuite, alors nous, on l'a fait ici à Montréal en mai 99, et l'année suivante, l'expo est allée à New York au Drawing Center. Donc c'était un beau coup. Et dans l'exposition, on exposait un cahier de dessins d'Eisenstein qui date de 1914, mais évidemment, dans l'expo, elle était sous une cloche de verre, plexiglas, et ouvert à une page. Là. Ce sont des documents qui viennent des archives de l'État russe pour l'art et la littérature, donc des biens de l'État russe. C'était très délicat à faire déplacer, à faire sortir de Russie. Donc alors, lors de l'expo, évidemment, on ne touchait pas au cahier. Et on avait toujours eu le projet de présenter ce cahier-là sous forme... En premier, on voulait faire un DVD, un CD. Et le temps ayant passé, on n'a jamais fait le CD. Et un jour, on s'est dit, bon, on avait les photos de chaque page du document. Et donc, on s'est dit, OK, faisons une présentation web. Encore la même question, comment représenter ce genre de choses par ces moyens-là. Donc, alors, la question des outils de visualisation, à un moment donné, on faisait ça, je me suis dit, ça prendrait une loupe, ça prendrait quelque chose. Puis là, à l'époque, on est vers 2002-2003, je pense. C'était pas si fréquent qu'on voyait ça. Et à un moment donné, je vois une compagnie de Québec qui faisait une loupe comme ça. Je les appelle. Et là, le monsieur m'explique tout ça. Là, ça coûte une fortune. Il faut qu'il photographie les dessins, puis il nous racontait une histoire à n'en plus finir. Et nous, on travaillait avec un programmeur qui faisait ça. J'ai dit au gars, j'ai dit, gars, trouve-moi une solution. Et finalement, la solution, je ne dis pas qu'elle était simple, ça y a pris un certain temps à programmer ça, mais essentiellement, c'est que chaque image est divisée en 4 parties. Et donc, quand tu déplaces ton curseur, tu vas dans une des 4. Dans le fond, ton image est divisée en 4 images. Et bon. Donc, pour ce genre de dessin, très finement dessiné à la ligne, ça s'avérait un moyen incontournable, et puis on peut dimensionner la chose. Bon. Et on a travaillé avec aussi... comment ça? Bon. Avec une spécialiste d'Eisenstein qui s'appelle Oksana Bulgakova. Et avec elle, elle a écrit divers textes. Et on est allé aussi chercher des images qui ont inspiré Eisenstein. En 1914, Eisenstein avait 16 ans. Donc, lui s'intéressait au théâtre, à la commedia dell'arte, etc. Et donc, nous, on a fait ce petit travail-là. Oksana a fait ce travail-là de faire des rapports avec d'autres dessinateurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, ça, c'est des rapports ici avec d'autres dessins d'Eisenstein qui, eux, étaient dans l'exposition physique qu'on avait fait avec Centris. Donc, l'idée aussi de créer des liens entre diverses choses à travers ce médium-là nous le permet. Donc, c'est des moyens de montrer du travail, c'est un moyen de monstration qu'on a exploité ici. Je vais juste... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, des séries. Bon, on est allé même chercher des dessins dans des collections en Europe, des reproductions. Ça, c'est Granville, qui est un grand caricaturiste français. Donc, c'était quand même tout un travail de recherche, trouver les sources, obtenir les autorisations, obtenir les images, etc.
Donc, un gros travail. Et ça se rapproche vraiment beaucoup de ce qu'on appelle faire du curating. C'est un travail de commissariat, c'est-à-dire on fait des choix. Bon, ici, évidemment, on présente l'ensemble du cahier, donc il y a 300 pages, mais après, on crée des liens qui font connaître un peu la démarche de l'artiste à travers ses sources d'inspiration, etc. Il y a des sources littéraires, là, je n'ouvrirai pas toutes les pages, mais il y a énormément de choses. Et Eisenstein a été, on pourrait presque dire, un précurseur de la bande dessinée. C'est-à-dire que, bon, la bande dessinée existait dès le début du 19e. Quand on dit bande dessinée, c'est vraiment dessin un après l'autre dans une même page, là, parce qu'il y avait des histoires dessinées, mais la bande dessinée date quand même du début du 19e siècle, et c'était quelque chose d'assez répandu dans la bourgeoisie pour les enfants. On avait des albums de bande dessinée pour les enfants. Et Eisenstein ne venait pas d'une famille pauvre, donc il y avait des livres. Eisenstein lisait le français, l'anglais, le russe et l'allemand. Donc il y avait eu contact avec des albums. Et donc lui-même s'est mis à faire des petites histoires dessinées, parfois avec des textes, parfois sans texte. Moi, je suis un passionné d'Eisenstein, alors je pourrais aller faire le reste de la présentation juste sur ça. Mais c'est juste pour vous donner un exemple là, de solutions techniques, par exemple, de cette loupe qu'on a développée, qui maintenant est assez courant. Même, je pense, on peut se procurer ça dans le domaine public. Des logiciels pour faire ça maintenant, mais à l'époque, c'est un petit peu plus compliqué. Précisément, au-delà des considérations techniques, comme ça, comment vous avez réfléchi l'interface pour abriter ce type de dessin, justement, je vois par exemple que la place quand même des technologies que vous utilisez, notamment Flash, a une place quand même assez importante. Ouais. Comment jouer, comment balancer entre la place de la technologie et le respect des œuvres de l'artiste? Ouais. Ben, quand j'ai ouvert ça, si je vais le refaire, vous allez voir, on voit pour quelques instants, vous voyez, ça, pendant un temps, c'était ça l'interface. Quand on entrait dans le site de la Fondation, c'était ça. Tout était en Flash. On pouvait ouvrir l'outil de recherche pour la bibliothèque et trouver les livres et tout ça. Tout était en Flash. Et nous, c'était une période où on s'est dit, on veut explorer cette technologie-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'elle permet. Et ça s'était avéré assez productif pour des choses comme ça, parce que ça permet, comme je disais tantôt, sans ouvrir une autre fenêtre, etc., d'aller dans ton dessin, d'aller plus profondément, etc. Le problème avec Flash, c'est que c'est pas repéré par les moteurs de recherche. Donc, si tu cherches Eisenstein sur Google, tu vas pas tomber là-dessus. Et ça, à un moment donné, quand est venu le temps de créer la version actuelle du site de la Fondation, ça a été un des points. On a dit, on va faire beaucoup moins de Flash. Il y a presque plus de Flash, d'ailleurs, maintenant, dans le site de la Fondation, parce qu'il fallait qu'on désirait que tout ça soit repérable sur Internet, par les moteurs de recherche. Et si vous remarquez, le Flash est de moins en moins utilisé. En tout cas, on en voit moins qu'il y a eu qu'une certaine période là, dans les années 2000 où, à part les choses comme YouTube, où on a accès à des vidéos qui sont des moteurs Flash, là, pour la vidéo, le Flash est assez utile parce qu'il permet justement de mettre des vidéos parfois très longues.
puis la qualité n'est pas si mal. Mais pour autre chose, maintenant, on l'utilise très, très, très peu. Une chose également peut-être négative dans Flash, c'est son inscription temporelle, quoi. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je posais la question, c'est qu'au travers de l'utilisation qu'on fait de Flash, on peut inscrire le résultat dans le temps, quelque part. Enfin, on peut voir d'un point de vue esthétique que c'est inscrit dans un temps et dans un autre. Alors, la question, est-ce un défaut ou est-ce une qualité? C'est-à-dire, à part du fait que peut-être qu'un jour, ces technologies-là, on ne pourra plus les jouer, là. On ne sait pas comment ces technologies-là vont évoluer. C'est comme les CD-ROM de 1995 qu'on a de la misère à ouvrir maintenant. Il est possible qu'un jour, on ne puisse plus accéder à ce genre de présentation flash parce que les systèmes d'opération auront tellement changé. Bon. Mais qu'on puisse dater la chose, pour moi, n'est pas nécessairement un défaut. C'est-à-dire que c'est une période, historiquement. C'est comme quand on regarde des photographies d'exposition dans les musées. Si tu regardes des photos d'une expo des années 70, tu vois un genre d'accrochage qu'on ne fait plus maintenant, ou un genre de scénographie qu'on ne fait plus maintenant. Donc, c'est des marquages historiques. Pour moi, qui ne me dérange pas vraiment. Là où ça serait peut-être problématique, c'est s'il y avait, ça créait quelque chose par rapport au contenu qu'on veut mettre en valeur. Et moi, je pense pas en tout cas que ça joue de manière très négative sur le contenu qu'on tente de mettre de l'avant. Voilà. Alors, dans l'environnement actuel de la Fondation, comme vous voyez, on n'a pratiquement pas de flash là-dedans. C'est complètement différent. Et puis, on a affaire à des choses beaucoup plus bibliothéconomiques, tu sais. Et donc, par exemple, si j'en ouvre un, ça m'amène à une autre fiche. Alors, c'est complètement une autre esthétique, d'une part, mais ça remplit d'autres fonctions, là. C'est beaucoup plus un instrument de recherche plus scientifique. Et maintenant, les choses à la Fondation sont beaucoup présentées de cette manière-là. Alors, si je vous ouvre la même vidéo, on l'a autrement, et il est repérable sur les sites de recherche. Peut-être pas la vidéo spécifique, mais au moins cette page-là. T'sais. Bon. Et bon, on a accès au texte, etc., aux images. Un peu les mêmes images, en fait, c'est les mêmes images que vous avez vues tantôt, mais vous voyez la différence de présentation. Donc, d'une certaine manière, cette présentation-ci est beaucoup plus scientifique, ou en tout cas va permettre mieux de naviguer scientifiquement à travers le fond, parce que c'est un fond d'archives qu'on décrit. Tandis que l'autre présentation est beaucoup plus de, on va dire, de type exposition d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide, les images ouvrent, on a des volets qu'on peut ouvrir, où le cas Eisenstein est encore plus évident. Là. On navigue beaucoup plus à travers de l'image. Je pense qu'à un certain point dans le temps, à l'époque, on voulait aussi voir comment l'image pouvait guider la navigation, plutôt que du texte, plutôt que des marqueurs textuels. Tu sais. Tu voulais dire quelque chose? C'est juste une petite question technique. En fait, j'ai pas eu le temps de voir. Est-ce que vous indiquez c'est quoi le degré de compression des images que vous donnez des archives sur le site? Puis aussi, finalement, c'est quoi le rapport de qualité entre ce qu'on peut voir à la Fondation et les images d'archives et ce que vous affichez sur votre site web? Parce que tout à l'heure, vous parliez de la spécificité du médium. On trouve quand même souvent sur le web l'information qui est extrêmement compressée, tant musicalement que l'image. Je pense que c'est quand même un enjeu qui est assez important, surtout
Ouais. dans une optique plus idéale. Ouais. Tu as tout à fait raison. Si on était strict, là, l'extrait, par exemple celui-ci, là, c'est du film 16 mm. OK? Alors, du film 16 mm, si on était strict, il faudrait le voir sur un projeté à Cinémathèque. D'ailleurs, les films sont conservés à la Cinémathèque pour des raisons évidentes de conservation. Mais à un moment donné, on a les technologies qu'on a. On n'aura jamais, avant fort longtemps, l'équivalent sur le web de la définition d'un film 16 ou d'un film 35. Même la télévision HD n'y est pas. D'accord? Donc, à quelque part, il faut faire avec. Ou bien on donne accès par ces moyens-là, ou sinon, on vous donne l'information et on vous dit, venez voir l'original. Alors, tu sais, à notre époque, on est peut-être un peu pris avec ça, dans le sens que, oui, à strictement parler, moi, je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler de l'époque où les cinéastes refusaient qu'on présente leurs films sur vidéo. Michael Snow refusait catégoriquement que ses films soient présentés sur vidéo. Bon, tout le monde a fait son cheminement. Maintenant, même Michael Snow va permettre à l'occasion des présentations ou d'avoir des copies vidéo de ses films. T'sais. Je pense qu'à un moment donné, on doit aller avec les contraintes de notre époque. Mais c'est un très bon point. C'est effectivement, quelqu'un qui regarde ça, il ne faut pas croire que c'est... Je trouvais aussi que l'exemple de John Cage était assez intéressant pour ça. C'est quelqu'un qui travaille vraiment avec le son pur, là, avec les oscillateurs. Ouais. Puis c'est le type de musique justement qui est appréciable avec une bonne qualité sonore. Puis en MP3, ben, ça peut avoir un peu son sens. Ouais. Là, je vous fais état des projets de publication. Tu as mentionné Docam. Par ailleurs, nous, à la Fondation, on avait mis sur pied le projet de recherche Docam qui était... dont l'objet était de faire de la recherche sur la conservation et la préservation des œuvres technologiques. T'sais. Donc, disons qu'on ne se penchait pas beaucoup sur la question des bandes vidéo parce que c'est assez connu en termes de conservation, comment procéder. C'est plus des questions des œuvres installatives, multimédia, si tu veux, là, qui comportent toutes sortes de technologies qui deviennent obsolètes rapidement. Puis bon. Mais c'est clair que nous, on se préoccupait de ça. Et nous, comme je te dis, on a les films de ces performances-là. Elles sont dans les votes de la Cinémathèque. Les vidéos des Bazookas, on a des bandes maîtresses. Elles aussi sont conservées adéquatement. Donc, on n'est pas... Nous, on avait toujours... C'était très clair. Ce qu'on montre là, c'est une reproduction de l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre. Mais en même temps, tu sais, dans le domaine, par exemple, de la vidéo, quelle est l'œuvre? Les masters originaux de 1970 n'existent plus. Donc, il y a eu des générations de copies depuis lors. Heureusement, avec le numérique, on a moins de soucis par rapport à la dégénérescence. Quand tu fais une copie en analogique, ben, tu perds une génération. Théoriquement, en numérique, sans compression, tu copies bit à bit, alors tu as la même œuvre. Mais ça, c'est un peu théorique, parce que dans la pratique, en vidéo notamment, le son, c'est un encodage un peu plus simple, là, techniquement, mais la vidéo, c'est un encodage complexe. En pratique, il y a très peu de gens et d'institutions qui se payent les équipements pour faire de la numérisation sans compression. Donc, par exemple, beaucoup d'archives de films vont numériser de la vidéo en Betacam numérique, qui est un format où il y a, on appelle ça lossless compression. C'est-à-dire qu'encore une fois, théoriquement, mathématiquement, tu peux revenir à ta définition originale. Donc, théoriquement, il n'y a pas de perte d'information.
Mais je dis toujours théoriquement parce que ça se passe dans les machines. Hein? Il peut se passer bien des affaires dans les machines. Tu sais. Comment ça va pour le temps? On est rendu à 1h moins 4, peut-être encore 5 minutes. Ça va. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Attendez. Carrément, il y aurait tellement de choses à vous montrer. Attendez, je vais vous montrer un truc parce que c'est bien intéressant sur le plan historique. Très tôt aussi, à la Fondation, on a réalisé... Radical Software est une revue dont il y a seulement 11 numéros qui ont été publiés entre, si je ne me trompe pas, 70 et 74. Et, bon, dans mon emploi, avant d'être à la Fondation, j'étais conservateur au Musée des Beaux-Arts du Canada et je voulais absolument mettre la main sur cette revue-là et c'était impossible. Il y en a un set de copies à la Library of Congress, mais je n'arrivais pas au Canada ou dans les universités à trouver cette revue. Au bout du compte, à la Fondation, par un concours de circonstances, d'une part, on a réussi à avoir un set complet des 11 numéros, certains très abîmés. Et aussi, un des Davidson Gigliotti, qui était un des animateurs de la revue à l'origine, nous a approchés pour qu'on la numérise au complet et qu'on la rende disponible. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on peut chercher la revue par auteur, par mot dans le titre, par mot-clé. Et par fonction, on peut chercher dans les publicités, on peut chercher dans les essais, les entrevues. Et donc, on peut chercher tout dans la revue. Attendez, là. Donc, l'ensemble des pages et l'ensemble des Ouais. articles ont été... Il y a des métadonnées qui ont été Ouais. établies et donc Ouais. il y a des fiches complètes. Ouais. Et aussi, on peut chercher en mode texte dans les PDF. Donc, par mot-clé, c'est-à-dire n'importe quel mot. Le mot cyber, qui n'était pas fréquent à l'époque, mais tu vas tomber sur cybernétique. Tu sais. Alors, après ça, tu rouvres, évidemment... Je fais OK. Après ça, on tombe dans des PDF, ça c'est bien évident. Tu sais, bon. Ça, évidemment, maintenant, on fait de la recherche tous universitaires. La première question qui est posée, qui est What is cable television? On se le demande encore. Ouais, ben, vous irez lire là. Ah, il y a des publicités dans cette revue-là du vidéographe. C'était le mouvement de la vidéo autour de 1970 jusqu'à 1974. Et donc, le vidéographe est là-dedans. Il y a des Canadiens. C'est une revue, c'était essentiel de rendre ça disponible. Et bon, c'est sûr que maintenant, tu sais, on a tellement accès à toutes sortes de revues en ligne, surtout nous, les universitaires, avec l'accès qu'on a aux grosses bases de données. Ça a l'air comme ça maintenant. Bon, c'est pas assez impressionnant, mais à l'époque, il y en a, en tout cas, il y en avait moins. Puis surtout des petites revues comme ça, Radical Software, fallait trouver ça important au départ pour désirer le faire. Parce que c'était pas une revue universitaire, là. C'était vraiment une revue des activistes sociaux qui utilisaient la vidéo, les artistes, etc. Le chantier date de quand? Le chantier de numérisation a été fait à quelle période? Ça? Oui, ça. Oh, il doit y avoir une date dans l'accueil ou à propos. Autour de 2000 ou... c'est là, je ne me rappelle plus, là. Mais assez tôt. Bon, vous voyez, pas de date, là. 2003, 2002. En tout cas, c'était 2003 pour en bonne copyright. Bon, voilà, c'est ça. C'est 2003. Mais ça veut dire qu'on a commencé le travail peut-être 1 an et demi à 2 ans avant, là, tu sais. Puis bon, peut-être pour finir, un truc que j'ai bien aimé faire,
Quand j'étais au Musée des Beaux-Arts du Canada, j'ai fait une exposition avec un artiste, c'est quelqu'un qui a d'origine hongroise, mais qui a vécu à Montréal, qui a grandi à Montréal et qui vit maintenant les profs à UC Santa Barbara. Et j'avais fait une expo avec lui à Ottawa. Et le catalogue de l'expo avait été fait par l'artiste, mais sous forme de CD-ROM. Et un jour, George nous a demandé, parce que les CD-ROM, hein, à un moment donné, la vie de ça est très courte. Alors George nous avait dit, penses-tu qu'on pourrait mettre ça en ligne? On va essayer. T'sais. Et notre programmeur à la Fondation, qui est assez fantastique, qui était... moi, je la mets au passé parce que je suis plus là, mais lui-même est toujours à la Fondation, Ludovic Carpentier, a réussi à reproduire, mais de manière exacte, le CD-ROM. Donc... Donc, je sais pas, on va aller en français, puis on va aller à l'histoire. Non, on ne veut pas aller à l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de ta propre... Bon, tiens, on a des œuvres anciennes, plus anciennes. Alors, c'est exactement comment ça se présentait sur le CD. Et puis, bon, c'est un artiste, si je retourne... c'est un artiste qui a été un des pionniers, on peut dire, de l'utilisation des médias numériques. Photographe à l'origine, mais qui, dès les années 80, a commencé à utiliser l'informatique. Alors, dans des œuvres comme ça d'abord. Mais par la suite... Attendez... dans des œuvres comme ça. Bon. Évidemment, c'est, encore une fois, c'est un catalogue, donc c'est une reproduction d'une œuvre qu'on présentait en salle. Donc voilà. Ça, c'est le plan de la salle, c'est ça? Ça, c'est le... Non. Attendez, si je pense que j'ai une image. Ça, c'est à peu près à quoi ça ressemblait dans la salle. Donc, avec une souris sur un socle. Là, le plan ici, ça représente... à Budapest, il y avait le musée, je crois, du communisme ou quelque chose comme ça, qui est devenu depuis peut-être le musée des Beaux-Arts, je ne sais plus quoi. Et donc, lui a repris le plan, puis il a fait à l'intérieur de ça des salles qui sont des chapitres de son affaire. T'sais. Donc, des salles virtuelles plus qu'une représentation numérique du plan d'expo. Donc, bon, voilà. C'est toutes sortes d'approches qu'on a tentées pour présenter du matériel d'artiste. Ça, c'est une des dernières choses que j'ai fait, c'est le catalogue en ligne de l'exposition e-art qui avait eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et donc, encore une fois, on a accès à toutes sortes de matériel. J'aime bien montrer celui-là. C'est une œuvre de Marie Chouinard, où le spectateur peut jouer avec une sorte des écrans tactiles, mais qui se présentent un peu comme des claviers. Là.